avril dernier, je suis allé dans un pays de l'autre côté de notre planète. Un pays connu par tout le monde mais qui est quand même bien moins populaire que ses voisins asiatiques. Et c'est vrai qu'en réfléchissant un peu, ce qu'on retient avant tout de la culture et de l'histoire de ce pays, ici en France, ça reste assez limité au groupe de K-pop et à la guerre qui y a eu lieu il y a plus de 60 ans, comparé aux 4 millénaires précédents qui ont formé ce qu'est ce pays aujourd'hui. Du coup, j'aimerais vous ouvrir à cette culture qui vaut clairement le détour. Bienvenue en Corée du Sud, le pays du matin clair. La première chose qu'on remarque en atterrissant en Corée du Sud, logiquement, c'est l'aéroport de Séoul-Incheon, qui fait partie des 20 aéroports les plus fréquentés dans le monde. Mais c'est pas réellement sur cet aspect qu'il se démarque des autres, mais plus sur l'avancée technologique qui saute directement à l'œil. Parce que dès que tu as récupéré ta valise, tu peux voir des pubs pour la 5G et des télés 8K, et ça c'est plutôt commun ici d'ailleurs. A l'inverse de l'Inde que je vous avais présenté, j'ai vraiment eu l'impression que là c'était nous qui sommes en retard sur la technologie. Enfin bon, du coup, l'aéroport a été construit il y a environ 20 ans à 50 km de la ville, du coup il faut prendre une sorte de RER pour arriver dans la plus grande ville que j'ai vue de ma vie actuellement, Séoul. Littéralement 6 fois la taille de Paris intramuros. Et comme beaucoup de grandes villes dans le monde, elle est composée d'arrondissements qui sont ici au nombre de 25 et qui sont surtout très différents les uns des autres. Ah oui, et forcément, comme la ville est gigantesque, tous ces arrondissements sont eux-mêmes composés de sous-quartiers qu'on appelle dong. Sur les 2 semaines que j'ai passées en Corée du Sud, je suis seulement resté 6 jours dans la capitale, et même si ça suffit pour un peu mieux comprendre la culture locale et le style de vie de Séoul, c'est impossible de tout voir. Et de ce que j'ai pu voir pendant ces jours-là, il y a vraiment des choses qui m'ont marqué, notamment sur le mode de vie des Coréens dans cette ville. Les habitants, bien que ce soit une grande métropole où la plupart sont très occupés par leur travail, n'hésiteront pas à vous aider si vous êtes perdu par exemple. Notamment dans le métro qui peut être un peu compliqué à emprunter quand on lit pas les hangul coréens, qui est l'alphabet de la langue coréenne. D'autant plus que celui-ci est le 4e le plus fréquenté dans le monde après celui de Shanghai, Tokyo et Pékin. Malheureusement, derrière toute cette grandeur se cache un passé très lourd. Avant de devenir la 11e puissance économique du monde, la Corée du Sud a connu énormément de crises économiques et politiques. Selon son histoire semi-légendaire, le royaume de Corée, qui occupait alors l'entièreté de la péninsule, a été créé en moins 2333 avant Jésus-Christ. Suivi par énormément de batailles contre les peuples chinois et mongols jusqu'à son âge d'or vers 1400-1450 après Jésus-Christ. Jusqu'au début du XXe siècle où les Japonais envahissent la péninsule, ce qui va engendrer une très forte résistance coréenne. Malgré ça, la Corée est sous le contrôle du Japon jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Après ça, le pays est divisé en 2 territoires, la Corée du Nord sous influence du monde soviétique et la Corée du Sud, elle, sous influence du monde capitaliste et occidental. À cause de leurs idéologies totalement opposées, une guerre éclata en 1950 entre le Nord, soutenu par l'ex-URSS et la Chine communiste, et le Sud, soutenu par les Nations Unies. C'est l'un des affrontements les plus connus de la guerre froide, faisant des millions de morts et divisant un peuple en 2, dont des familles, des amis et des couples qui n'auront pas eu le moyen de se retrouver à cause de l'une des frontières les mieux gardées dans le monde et qu'on appelle DMZ. Ce que vous venez de voir là, c'est l'un des sous-quartiers les plus populaires de Séoul, qu'on appelle Hongdae et qui est lui-même situé dans le district de Mapogu. Dans ce quartier, qui prend clairement ville soir, on peut y trouver énormément de stands de nourriture, de boîtes de nuit et où chaque artiste essaye un peu de montrer ce qu'il vaut dans ce pays, que ce soit dans la musique ou dans le street art. Et là, tu comprends clairement que Séoul est la capitale du pays et la ville la plus attractive tellement l'ambiance y est présente. Par contre, ça n'a pas toujours été le cas et justement, le lendemain, on a pris un TGV pour se rendre à l'autre bout du pays, dans l'ancienne capitale coréenne, Gyeongju.
La ville en soi est pas très grande, donc un jour ou deux suffisent pour découvrir la grande majorité de ce qu'il y a à voir. Que ce soit les marchés, le centre-ville ou les bâtiments un peu plus anciens comme ces collines très connues de la ville qu'on appelle tumulus et qui sont les tombes des anciens rois coréens. Et là, on s'est rendu compte que l'ambiance n'était pas du tout la même, déjà parce qu'il y a 37 fois moins d'habitants dans cette ville qu'à Séoul, mais aussi parce qu'il y a beaucoup moins de tourisme, donc beaucoup plus d'authenticité. Et quitte à être à fond dans le côté authentique de la Corée du Sud, autant le faire au maximum et prendre la route pour arriver dans un endroit à l'écart du monde. Cet endroit, qui se nomme le temple de Golgulsa, est un lieu de méditation et de prière pour les bouddhistes du pays, qui sont environ un quart de la population sud-coréenne. Ce lieu permet aussi aux visiteurs de s'immerger une journée entière dans la vie d'un moine bouddhiste, et c'est pour ça qu'on était là d'ailleurs. Et justement, je pense que c'est important d'en parler, qu'est-ce que le bouddhisme ? J'en avais déjà parlé dans ma vidéo en Inde, mais j'avais pas du tout détaillé les principes et l'histoire de cette religion. Le bouddhisme, c'est à la fois une religion et une philosophie qui a pour origine un homme, Siddhartha Gautama, aussi appelé Bouddha, né au Tibet il y a 2500 ans. Celle-ci s'est ensuite propagée un peu partout en Asie de l'Est jusqu'à devenir aujourd'hui la 4e religion la plus pratiquée dans le monde. Et justement, pendant cette journée, on a pu être au plus proche de la vie des bouddhistes du pays, en se levant à 5h du matin pour méditer, en mangeant comme eux ou en pratiquant le Sonmudo, un art martial coréen enseigné par les moines. Jusqu'à la cérémonie du thé où tout le monde peut échanger avec les autres. C'était vraiment convivial et ça nous a permis de sortir un peu de l'ambiance de la ville. Ensuite, on est revenu une journée plus à Gyeongju, ce qui nous a permis de faire un tour en vélo dans la ville pour pas si cher que ça et de visiter les différents parcs qui y sont présents. On a aussi pu visiter le temple de Bulguksa, qui est l'un des plus connus de Corée et qui est même inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bon, il est temps de quitter cette ville et de retourner à l'autre bout du pays, mais cette fois-ci en longeant la mer de l'Est, aussi appelée mer du Japon, pendant plusieurs heures en bus pour rejoindre une petite ville d'environ 90 000 habitants au bord de la mer, Sokcho. Et dès l'arrivée, on a pu voir à quel point les Coréens peuvent être vraiment accueillants. On est arrivé dans la ville tard le soir et l'hôtel était assez loin de la gare routière, du coup on avait tous nos sacs qui pesaient des kilos et sans réel moyen d'y aller en transport. Et là, le patron de l'hôtel est venu jusqu'à la gare en voiture, a mis nos sacs à l'arrière et nous les a emmenés directement à l'hôtel. C'était vraiment sympa de sa part. Et c'est vrai, sans faire de généralité, que tous les Coréens avec qui on a pu être en contact étaient vraiment accueillants avec nous et je pense que ça influence beaucoup le ressenti qu'on a pu avoir du pays. Bon, revenons-en à la ville. Comme Gyeongju, ça reste assez petit et quelques jours nous ont suffi pour parcourir la majorité des rues marchandes. Ah oui, et surtout, quand on visite une ville portuaire comme Sokcho, ça peut être intéressant d'aller faire un tour dans les marchés aux poissons. Ça peut paraître totalement inutile dit comme ça, mais les coutumes alimentaires étant très différentes de chez nous, vous pourrez y retrouver des poulpes vivants ou même des araignées de mer faisant littéralement plusieurs mètres de longueur. Enfin bon, si vous ne voulez pas vous y aventurer, il y aura toujours les stands de nourriture pas très loin de ces marchés où vous pourrez manger des plats typiquement coréens. Ah oui, d'ailleurs, il ne faut surtout pas oublier cet aspect, la nourriture. Peu importe où vous soyez en Corée du Sud, que ce soit les bibimbap, les ramen, toutes les sortes de riz et encore beaucoup d'autres, vous aurez largement de quoi être dépaysé de la France. Par contre, ça peut parfois être vraiment épicé, donc faites attention à ce que vous commandez. Lorsqu'on s'éloigne un peu de la ville et qu'on rentre dans les terres, on tombe directement dans un autre décor majoritairement fait de montagnes, et notamment dans le parc national de Seoraksan, qui abrite le 3e point le plus haut du pays. Pour se rendre au sommet d'une de ces montagnes, vous pouvez soit prendre le téléphérique, ce qui est plus pratique mais plus cher, soit marcher et escalader la montagne sur quelques kilomètres. On a choisi la deuxième option malgré le vent, ce qui nous aura fait pas mal galérer, mais honnêtement la vue en valait la peine.
Bon, après ce périple dans la province sud-coréenne, il est temps de retourner à Séoul parce qu'il nous reste encore beaucoup de choses à voir. Par exemple, je vous ai pas parlé du quartier de Dongdaemun qui abrite notamment la très moderne Dongdaemun Design Plaza établie par l'architecte Zaha Hadid et ouvert en 2014. Construit sur 7 niveaux qui auront en tout coûté presque un demi-milliard de dollars, c'est largement le centre du design de la ville qui rayonne aussi dans le monde entier. Notamment lors d'événements tels que le défilé de Chanel en 2015 qui a eu lieu au cœur de l'édifice. Et contrairement à cette modernité, il y a le village Bukchon Hanok, situé en plein cœur de la ville, qui est un quartier entier fait de maisons traditionnelles qui datent pour la plupart de la période Joseon. Dirigé par la dynastie Joseon, fondée en 1392 par le général coréen Yi Sang-gye. Cette période a aussi vu la construction de nombreux temples et palais royaux qui sont toujours présents aujourd'hui au cœur de Séoul. Et justement, pendant le voyage, on a pu visiter le palais royal de Gyeongbokgung, considéré comme le plus grand des 5 de la ville. Et honnêtement, l'architecture traditionnelle coréenne couplée avec les fleurs de cerisier qui sont d'ailleurs présentes uniquement en début avril est juste magnifique. Et en parlant de ça, c'est vrai que d'une manière générale, il n'y a pas vraiment de transition entre la modernité et le patrimoine traditionnel à Séoul. Les temples et les palais royaux comme celui de Gyeongbokgung sont situés au cœur de la ville puisqu'ils avaient autrefois des rôles importants et que le pays a heureusement décidé de les conserver. Du coup, ça impacte clairement l'ambiance de la ville. Tu peux traverser une rue traditionnelle ou visiter un temple et dans la rue juste à côté tomber face à face avec des immeubles qui n'ont même pas une dizaine d'années. Et justement, si je vous parle de Séoul aujourd'hui, c'est avant tout connu pour son avancée technologique, qui se voit d'ailleurs dès qu'on regarde les entreprises les plus riches du pays. Samsung, Hyundai, LG, Kia, toutes ces entreprises ont 2 points en commun, elles sont coréennes et toutes plus ou moins en rapport avec les technologies. Du coup, comme je l'ai évoqué au début de la vidéo, la Corée du Sud est en avance par rapport à l'Occident au niveau de beaucoup de choses et clairement tournée vers l'avenir. Le pays est par exemple le premier au monde à avoir lancé un réseau 5G au niveau national, peu de temps avant mon arrivée là-bas d'ailleurs. L'État est aussi le premier au monde en termes d'automatisation dans les usines, avec en moyenne 630 robots pour 10 000 employés, soit quasiment 5 fois plus qu'en France. Et même au niveau écologique, la Corée s'en sort très bien en s'inscrivant par exemple parmi les pays qui recyclent le plus dans le monde. Bon, on arrive bientôt à la fin du voyage et il nous reste encore beaucoup de choses à voir dans la ville. Par exemple, le quartier de Jonggu et plus précisément Myeongdong au cœur de la ville est très connu pour ses rues marchandes qui attirent de nombreux touristes et coréens. Et là aussi, comme Hongdae, il y a énormément de stands de street food qui apportent vraiment un côté convivial à cet endroit. À l'opposé de Myeongdong, il y a aussi Gangnam-gu que l'on a d'ailleurs pu visiter l'avant-dernier jour et qui est considéré comme le centre économique et le plus cher de la ville, dont la célèbre musique parodique de Psy devenue virale en 2012 fait d'ailleurs référence. Le quartier aura d'ailleurs construit une statue qui fait honneur à la musique. D'ailleurs, en parlant de musique coréenne, la K-pop a clairement pris de l'ampleur en Occident depuis cette dernière décennie. Il y a juste à voir le nombre de vues sur YouTube qui atteignent parfois des centaines de millions pour se rendre compte de cette popularité. Par la même occasion, on est allé voir, pas très loin de Gangnam, un match d'un sport que je ne pensais pas autant coté par les Coréens, le baseball. Et c'est d'ailleurs à ce moment où tu te rends compte de l'impact de l'américanisation du pays pendant les dernières années. Enfin bon, du coup, l'ambiance dans le stade était vraiment géniale et ça nous a permis de voir Séoul autrement qu'à travers des bâtiments. Sinon, pas très loin de là, il y a la Lotte World Tower, 5e plus grand gratte-ciel du monde ouvert que très récemment en 2017 et visible à des kilomètres avec ses 555 mètres de haut, dépassant même la One World Trade Center de New York. Et justement, en parlant de hauteur, la veille du départ, on a pu se rendre dans l'observatoire de la N-Tower, le 2e point le plus haut de la ville, situé sur la colline Namsan dans le quartier de Yongsan-gu. Bon, malheureusement, il y avait du brouillard et de la pluie ce soir-là, mais ça ne m'a pas empêché de prendre quelques plans vidéo, mais surtout d'observer l'immensité de cette ville dans la nuit. Bon, il est temps de conclure la vidéo, même si je pourrais parler de ce pays pendant des heures. Ce voyage a clairement été l'un de mes préférés, que ce soit dans la capitale ou dans la province, il y avait largement de quoi être surpris.
Bien que la Corée du Sud a connu et connaît toujours actuellement d'énormes tensions avec ses voisins asiatiques, celle-ci a su s'imposer au cours du temps et fascine aujourd'hui de plus en plus de touristes. Séoul est gigantesque et clairement tournée vers l'avenir, que ce soit à travers ses gratte-ciel ou la modernisation de ses transports. Et à côté de ça, il y a aussi la culture du pays qui reste au cœur des villes et des habitants à travers les nombreux monuments, mais aussi dans le respect et l'aimabilité des habitants. Finalement, je pense que c'est ce mélange entre la culture et la modernité qui donne à la Corée cet aspect si particulier.